Mauvaise nouvelle pour les chauffeurs indélicats et adeptes de mauvaise conduite. La Guinée a inauguré récemment sa première fourrière nationale. Il y a de cela quelques jours, le ministre de la Sécurité avait alors demandé à la police routière de traquer le maximum de contrevenants. Quelques jours après ce discours, nous nous sommes rendus à la fourrière et vous allez le voir, l'ambiance est plutôt électrique. Reportage signé Mamadou Saliouba, Alseni Camara. Les anciennes grues sont fatiguées, presque hors service. Mais les nouvelles, elles, viennent tout juste de commencer. Et ici, à la fourrière nationale, tous les jours commencent de la même façon. Des voitures entrent chaque 20 minutes, toutes prises en infraction, sur la chaussée. 5 véhicules sont entrés devant nous et la journée est loin d'être terminée. Aussitôt débarquée, la chef de poste se présente, ouvre son registre et prend les renseignements du véhicule. Les gens qui viennent stationner au beau milieu de la route, fermer les véhicules, rentrer au marché pour faire des achats, fatiguer les gens. Donc vraiment, nous remercions infiniment le ministre de la Sécurité. Depuis 5 jours, c'est le même rythme et les mêmes infractions. Ici, vous voyez un policier sur une moto en train de sourire. Comprenez qu'elle ne lui appartient pas. Cette moto a été interpellée pourquoi? Défaut de cachet. Et les documents aussi? Oui. Le commissaire Jean Tambatolno et le capitaine Souleymane Touré supervisent les activités de la fourrière. Avec certains contrevenants, les discussions peuvent prendre du temps, mais avec d'autres, elles sont très courtes. Non, j'ai fait mon travail ou je t'ai fait du tort? Je fais mon travail. C'est comme ça, c'est votre travail. C'est des gens qui doivent recevoir tout à l'heure de reçu. Souleymane Ba est pris en infraction. Il ne porte pas de chaussures fermées et sa moto n'a pas de plaque d'immatriculation. Ici, on rencontre toutes sortes d'infractions. Des motos qui n'ont pas de plaque d'immatriculation, des conducteurs qui n'ont pas de carte grise ou des plaques d'immatriculation dissimulées sous peine d'être identifiées. Ils tordent leur plaque d'immatriculation. Maintenant, faisant son travail, un enfant, un bébé de 7 ans qui est en train de traverser, lui vient en toute vitesse, en excès de vitesse, il le tape. Il ne va pas s'arrêter, il va continuer, mais personne ne va relever maintenant son immatriculation parce qu'il a déjà couvert. Et les infractions coûtent cher, 100 000 francs guinéens par reçu pour les motos. Il y a quelques jours, le capitaine Souleymane Touré a verbalisé un motard. 300 000 francs guinéens pour 3 infractions, une manière de vacciner les contrevenants. Il prend sens interdit et il refuse de s'arrêter encore, il s'impose sur les agents. Déjà, lui, il est en sens interdit, ce qu'il est en train de faire, c'est anormal, il s'impose encore. On l'a donné 3 reçus. Il a payé 300 000 francs. Pour que prochainement, il ne va plus maintenant refaire ça. Merci. Et pour lutter contre la corruption, ou du moins la limiter, le contrevenant prend le reçu avec la police et verse l'argent au trésor public qui lui remet une quittance, une pièce qui prouve que le contrevenant s'est bien acquitté. Les contrevenants peuvent aussi payer les factures sur place avec cet adjudant qui représente le trésor public. Voici, par exemple, Renault Kango, le numéro est là, la somme qu'il a payée et déjà c'est vu par le trésor public. Bien vu? Bien vu? Voilà. Maintenant, le casier vide, ce sont les gens qui ne sont pas acquittés d'abord. Donc pour chaque véhicule, on paye combien? C'est 360 000 francs. Mais certains contrevenants préfèrent ne rien payer et jouent avec les relations pour se libérer de la police. Il passe par certains de nos collègues qui sont dans les différents corps, comme officiers supérieurs ou sous-officiers. Il appartient à un militaire, un capitaine, béret rouge, mais il vient demander doléance. On lui a dit, bon, c'est une décision. Mais la difficulté de la police se situe aussi sur le terrain. Pour les gros porteurs, la police ne dispose pas de moyens. Parfois, on préfère tout régler sur place, loin de la fourrière. C'était donc un grand format signé Mamadou Saliouba. Des coordinations régionales, on en parle dans ce journal. Celle du Grand Konya s'organise. Elle vient de procéder à l'installation de son nouveau président dimanche dernier à Conakry. Brem Kourman vient remplacer le président défunt, commandant Moriba Kourman, ancien chancelier de la République de Guinée. Le reportage est signé Bobo Kondé et Yacouba Traoré.
Une ovation constante a accueilli le nouveau promu à la présidence de la coordination nationale du Konya. L'homme est connu dans la communauté par ses nombreuses œuvres humanitaires et son efficacité dans la résolution des conflits. Elhadji Ibrahim Kourouma est sûrement celui qui a plus d'expérience liée à la gestion du social. Et voilà les critères qui lui ont permis de briguer l'instance suprême de la coordination nationale. Améliorer l'unité du Konya. Reformer notre institution qu'est la coordination nationale du Konya. Nous battre aux côtés des autres communautés pour la paix et le développement du pays. Le Konya comme une charnière entre la Haute et la Guinée forestière, ce président aura la lourde charge d'appuyer les projets de développement et rester actif pour la paix dans la communauté. Les coordinations du Manding, du Fouta, de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière ont dit leur souhait de travailler avec Konya pour la paix en Guinée. Nous voudrions, au nom de la coordination de la Guinée forestière, particulièrement au nom de son patriarche, de son doyen, Elhadji Amadou Topa, lui traduire notre engagement, notre disponibilité à collaborer intimement avec lui pour le raffermissement de la cohésion, de la concorde avec l'ensemble des communautés de la Guinée forestière. La cérémonie d'installation a pris fin par la prestation des vedettes de Konya. Et si globalement tout s'est bien passé au sein de la coordination nationale du Konya, eh bien ce n'est pas la sérénité au sein de la coordination de la Basse-Côte qui pourrait connaître un second patriarche du nom de Mamadou Souma, mais cet aspirant au fauteuil du Kontigi de la Basse-Côte ne fait pas l'unanimité face à cette situation qui met au grand jour la division au sein de cette coordination. Des fils de la région côtière de la Guinée appellent les sages et les populations à l'union. Idrissa Barry. C'est ce lundi en principe que Mamadou Souma devrait être intronisé comme nouveau Kontigi de la Basse-Côte. Un collectif de sages et de jeunes de la Basse-Côte, à travers une déclaration dans la soirée d'hier dimanche, désavoue ce nouveau patriarche. Pour ce collectif, la seule autorité morale de la région côtière reste Elhadji Serouna Souma. Celui qui sait qu'il est natif d'ici et qui souhaite participer au développement de notre région, il ne peut pas alors accepter la présence de deux patriarches. Le Kontigi actuel, il est notre père et notre grand-parent. Celui qu'on voudrait aussi introniser, il est notre père et notre grand-parent. Alors pourquoi nous diviser en deux? En Guinée, les chefs coutumiers disposent d'une très grande influence auprès des populations de leurs régions respectives. Ce qui leur vaut la convoitise des acteurs politiques. Pour les sages de la Basse-Guinée, il ne saurait y avoir un bicéphalisme autour du patriarcat dans cette région. Ils invitent les populations au respect des valeurs culturelles et traditionnelles. Nous devons garder notre dignité, parce que le patriarcat de la Basse-Guinée, ce n'est pas de la politique. Les sages demandent juste le respect pour pouvoir développer notre région. Mais sans cela, nous n'irons nulle part. En attendant d'y voir clair entre Elhadji Serouna Souma, accusé par ses détracteurs de faire de la politique, et le second, Elhadji Mamadou Souma, qui dans une récente déclaration s'estime la seule autorité morale qui n'est pas sous ordre. Et puis nous apprenons que l'intronisation de Mamadou Souma comme patriarche de la Basse-Côte a donné lieu à un spectacle de bagarre au siège de l'UDG de Mamadou Sylla à Kagbélé. La cérémonie a été empêchée par une pluie de pierres lancées par des jeunes en furie. Nous y reviendrons car le bras de fer entre Elhadji Serouna Souma et son cousin Mamadou Souma est loin d'avoir connu son épilogue. La coupe artisanale de bois n'est pas sans danger pour l'environnement et ses habitants, mais aussi pour ceux qui pratiquent l'activité. À Kaporo, dans la commune de Ratouma, ces bûcherons disent rencontrer d'énormes difficultés dans la coupe, le transport et l'écoulement de ce produit forestier. C'est un reportage signé Abdoulaye Sadio Diallo, Abakadine Kamara.
Plusieurs perches stockées au port à bois de Kaporo. Elles sont destinées à la vente, mais avant il faut connaître leur provenance. Les bûcherons partent jusqu'à Koba, une sous-préfecture de Bofa, ou encore au large de Dubrika, où ils passent des mois à couper du bois. Nous souffrons énormément parce que nous travaillons avec la hache. Nous n'avons pas de machine. Je pratique cette activité depuis 33 ans. Ce travail est épuisant. Des difficultés dans la coupe, mais aussi dans l'acheminement par voie maritime de ces bois. Les transporteurs sont sous-équipés. Leurs vieilles barques chavirent souvent, entraînant parfois des cas de mort. Vous savez, en pleine mer, même si tu as ta diplôme de natation, si Dieu ne t'a pas sauvé, tu ne peux pas t'en sortir dedans. Oui, il y a l'un de mon petit qui vient de se noyer en pleine mer. Donc moi, personnellement, il y a eu mon oncle aussi s'est noyé ici. À ce moment, mon père avait une pirogue qui était à moteur. Donc ils étaient 3 personnes. Pour chaque barque, le propriétaire débourse jusqu'à 5 000 francs guinéens comme taxe auprès des services forestiers avant le débarquement. Le bois en fait livré, les potentiels clients sont les constructeurs de bâtiments et les boulangers. Ce vendeur explique. Actuellement, le prix du bois auprès des bûcherons, ça coûte cher. Nous recevons un seul boiron à 4 000, 3 500. Nous vendons par volume. Certains viennent à 3 800, 4 000, à 5 000. C'est comme ça. Ces exploitants tirent des revenus dans cette activité, mais affirment être incapables de contribuer au reboisement des zones qu'ils exploitent. Pour eux, la mangrove régénère d'elle-même. Pendant ce temps, la forêt, elle, meurt à petit feu et les humains deviennent de plus en plus exposés.